Sous le ciel gris de Paris, une insulte cinglante, un affront public, allait déclencher une tempête de justice. Amélie Dubois, gouverneure respectée et femme de couleur, roulait dans son élégante Citroën DS noire, traversant les boulevards animés de la capitale française, son esprit déjà plongé dans les enjeux cruciaux de la réunion à venir. Elle se dirigeait vers le siège de la préfecture de police, où des réformes tant attendues sur les pratiques policières devaient être discutées, un sujet qu'elle portait avec une passion et une détermination sans faille. Mais ce qui commença comme une journée ordinaire dans la vie d'une femme de pouvoir allait basculer en un cauchemar public, un drame d'humiliation orchestré par l'arrogance et les préjugés. En l'espace de quelques minutes, le claquement froid des menottes allait enserrer ses poignets, un geste qui, loin de la briser, allait révéler la force d'une femme dont le courage et l'influence allaient renverser l'ordre établi. Ce que l'officier responsable de cet outrage ignorait, c'était qu'il venait de provoquer une tempête, une femme dont la détermination était aussi puissante qu'un éclair fendant le ciel parisien. Amélie, dans la quarantaine avancée, incarnait l'élégance et l'autorité. Son teint brun éclatant contrastait avec la coupe impeccable de son tailleur bleu marine, taillé sur mesure pour souligner sa silhouette gracieuse. Un collier de perles, discret mais raffiné, ornait son cou, tandis qu'une montre connectée à son poignet gauche ajoutait une touche de modernité à son allure sophistiquée. Ses yeux noirs, perçants et intelligents, reflétaient une assurance forgée par des années de combats politiques et sociaux. Elle était une figure emblématique, une inspiration pour beaucoup, une femme qui avait gravi les échelons dans une société où les préjugés, bien que souvent dissimulés derrière des sourires polis, restaient une réalité insidieuse. Mais ce jour-là, ces préjugés allaient se manifester de la manière la plus brutale, exposant les fissures d'un système qu'elle s'efforçait de réformer. Alors qu'elle manœuvrait avec précision dans la circulation dense de l'avenue des Champs-Élysées, les klaxons et le bourdonnement des moteurs emplissant l'air, des gyrophares rouges et bleus clignotèrent soudain dans son rétroviseur. Une voiture de police se plaça derrière elle, son klaxon strident perçant le vacarme ambiant comme une alarme. Amélie fronça les sourcils, surprise et légèrement confuse. Elle n'avait ni accéléré, ni changé de voie de manière imprudente, ni commis la moindre infraction. Était-ce une erreur? Un contrôle de routine? Avec le calme qu'elle avait perfectionné au fil de ses années en politique, elle activa son clignotant et se gara soigneusement sur le côté de l'avenue, entre une camionnette blanche et une borne d'incendie rouge. Elle baissa sa vitre, posa ses deux mains sur le volant, bien visible, comme elle le conseillait toujours à ses proches lors d'interactions avec les forces de l'ordre. C'était une précaution qu'elle avait apprise non pas par peur, mais par une connaissance aiguë des réalités auxquelles une femme comme elle pouvait être confrontée. L'officier, un homme d'une quarantaine d'années du nom de Pierre Leclerc, descendit de sa voiture de patrouille. Son uniforme bleu marine, un peu trop serré, semblait étouffer sa silhouette légèrement bedonnante. Son visage rougeaud, marqué par le soleil et les années, était partiellement masqué par des lunettes aviateurs, inutiles sous le ciel voilé de Paris. Il s'approcha avec une démarche lourde, presque théâtrale, bombant le torse comme pour affirmer une autorité excessive. Sans un mot de politesse, il tapa 2 fois sur la vitre avec ses phalanges gantées, un geste inutilement condescendant qui fit monter une légère vague d'agacement en Amélie. Elle garda cependant son sang-froid, déterminée à ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. « Savez-vous pourquoi je vous ai arrêté ?» demanda Leclerc, sa voix froide, teintée d'un accent rugueux des banlieues parisiennes, un contraste marqué avec l'élégance urbaine de l'avenue. Amélie, levant les yeux vers lui, répondit avec une clarté et une politesse mesurée, « Bonjour, officier. Je ne suis pas certaine. Je me rends à une réunion officielle à la préfecture de police. » Elle insista subtilement sur sa destination, une manière discrète de signaler qu'elle n'était ni une étrangère, ni une personne à prendre à la légère. Elle espérait que cette précision désamorcerait toute hostilité. Mais Leclerc, dont le badge épinglé à son uniforme révélait son nom, esquissa un sourire narquois, presque moqueur. « La préfecture? Vous » répéta-t-il, son ton chargé de scepticisme. Ses yeux, cachés derrière ses lunettes, glissèrent lentement de son visage à son tailleur coûteux, s'attardant sur le collier de perles et l'intérieur en cuir luxueux de la Citroën. La richesse et de l'assurance d'Amélie semblaient le déstabiliser, comme si une femme de couleur au volant d'une telle voiture était une anomalie, une provocation à ses yeux. « Qu'est-ce que vous faites là-bas » ajouta-t-il, sa voix teintée d'une suspicion à peine voilée. Amélie sentit une pointe d'irritation, mais elle maintint son ton professionnel.
Je suis attendu pour une réunion sur les réformes policières. Puis-je savoir pourquoi vous m'avez arrêté? Demanda-t-elle, espérant recentrer l'échange sur des bases factuelles. Leclerc, au lieu de répondre, ignora sa question et ordonna d'un ton sec, permis et carte grise. Mais c'est que ce soit Tobias. Son attitude trahissait une volonté claire de l'humilier, de la ramener à une place qu'il estimait être la sienne. Amélie, retenant un soupir, ouvrit la boîte à gants et en sortit un portefeuille en cuir noir, contenant ses documents soigneusement rangés. Elle tendit son permis de conduire et la carte grise, sentant le regard scrutateur de Leclerc sur chacun de ses gestes, comme s'il cherchait un prétexte pour l'accuser de quelque chose. Il prit les documents sans un mot de remerciement, les feuilletant avec une lenteur délibérée, presque théâtrale, comme s'il cherchait à prolonger cet instant de pouvoir. Un silence tendu s'installa, seulement brisé par le bruit des klaxons et des passants curieux qui commençaient à ralentir sur le trottoir, attirés par les gyrophares. Puis, sans sac système, Leclerc lança enfin « Qu'est-ce qu'une femme comme vous fait dans une voiture pareille? Un héritage? Un amant riche ?» Les mots, lourds de préjugés racistes, étaient une insulte directe, suggérant qu'une femme noire ne pouvait posséder une telle voiture par son propre mérite. Amélie serra les poings sur le volant, son sang bouillant, mais elle répondit avec un calme glacial. « Je travaille dur, officier. Mes possessions sont le fruit de mon labeur. » Leclerc ricana, un son sec et méprisant. « Bosser? Du travail dur, hein? Ce tailleur, ces bijoux, un cadeau, sans doute ?» L'insinuation était claire, venimeuse, laissant entendre que sa réussite ne pouvait être que le résultat de faveurs illicites. La patience d'Amélie était mise à rude épreuve, mais elle savait que la moindre explosion pouvait aggraver la situation. « Officier, expliquez-moi la raison de cet arrêt. Ai-je commis une infraction ?» demanda-t-elle, sa voix ferme mais contrôlée. Leclerc, visiblement irrité par son assurance, sembla prendre plaisir à la provoquer davantage. « Vous avez changé de voix sans clignotant, mettant en danger les autres conducteurs, déclara-t-il, son ton catégorique, bien que ses mots fussent un mensonge éhonté. Amélie, abasourdie, protesta calmement. « C'est faux, officier. J'ai signalé et vérifié avec soin avant de changer de voix. » Leclerc s'approcha, son visage rougi par la colère. « Fausse. Vous osez me traiter de menteur? Vous défiez la police ?» grogna-t-il, sa main frôlant son arme dans un geste menaçant. Puis, baissant la voix avec un sourire hypocrite, il ajouta. « Écoutez, c'est une infraction grave. Suspension de permis, amende lourde, peut-être même à un tribunal. Mais une femme occupée comme vous n'a pas de temps à perdre, n'est-ce pas? On peut régler ça discrètement, sans paperasse. » La proposition de pot de vin était claire, une tentative d'extorsion déguisée en compromis. Amélie, écœurée, le fixa droit dans les yeux, sa voix aussi froide que l'acier. « Officier Leclerc, je ne tolère pas la corruption. Si j'ai commis une infraction, rédigez une contravention. Je la contesterai légalement. » La réponse d'Amélie, ferme et sans équivoque, sembla briser quelque chose en Leclerc. Son visage devint écarlate, son autorité défiée par une femme qu'il considérait comme inférieure. « Sortez du véhicule, maintenant !» aboya-t-il, sa main sur la poignée de son arme. Le cœur d'Amélie battait à tout rompre, mais elle savait que résister serait dangereux. Prenant une profonde inspiration, elle déverrouilla la portière et descendit calmement, consciente des regards des passants qui s'amassaient. Parmi eux, Claire, une jeune étudiante en journalisme, filmait discrètement la scène avec son téléphone, capturant chaque instant de cet outrage. Leclerc, sans explication, saisit ses menottes et les referma brutalement autour des poignets d'Amélie, si fort qu'elle sentit la morsure du métal sur sa peau. « Vous êtes en état d'arrestation pour résistance et non-coopération, » cria-t-il, attirant l'attention de la foule. L'humiliation était cuisante, publique, insupportable. Amélie, une gouverneure respectée, était traitée comme une criminelle sur l'avenue la plus emblématique de Paris. Pourtant, elle resta droite, son regard brûlant de détermination. Alors que Leclerc s'éloignait pour appeler sa centrale, savourant son triomphe, il commit une erreur fatale. Il tourna le dos. Amélie, discrètement, porta sa montre connectée à ses lèvres et murmura « Marcel, c'est Amélie Dubois.
Je suis arrêté sans raison par l'officier Leclerc, badge 714, sur les Champs-Élysées. J'ai besoin d'aide immédiatement. Elle coupa l'appel en quelques secondes, espérant que le message avait atteint son destinataire. À la préfecture de police, Marcel Beaumont, chef de la police et vieil ami d'Amélie, était en train de consulter son agenda lorsqu'un signal distinct retentit sur son téléphone personnel. En écoutant le message vocal tendu d'Amélie, il sentit son sang se glacer. La gouverneure, menottée par l'un de ses propres officiers? C'était une catastrophe. Sans perdre une seconde, il saisit son talkie-walkie et lança un appel d'urgence. Toutes les unités, code 1033, priorité absolue, la gouverneure est en danger, avenue des Champs-Élysées, maintenant. Il quitta son bureau en trombe, son cœur battant à l'idée de ce scandale. Les sirènes hurlaient déjà dans la distance, convergeant vers l'avenue, tandis qu'Amélie, menottée, se tenait au milieu de la foule, son regard fixé sur l'horizon, prête à transformer cette humiliation en un cri de justice. Les sirènes hurlaient à travers les rues de Paris, déchirant l'air du crépuscule comme un cri de colère. L'avenue des Champs-Élysées, d'ordinaire un théâtre d'élégance et de prestige, s'était transformée en une scène de chaos organisé, où des gyrophares rouges et bleus dansaient sur les façades des boutiques de luxe. Amélie Dubois, gouverneure de la région, se tenait droite, menottée, au bord du trottoir, son tailleur impeccablement coupé contrastant avec les menottes d'acier qui serraient douloureusement ses poignets. Son regard, d'une intensité brûlante, ne trahissait ni peur ni faiblesse, mais une détermination farouche. Face à elle, l'officier Pierre Leclerc, inconscient de la tempête qu'il venait de déclencher, s'appuyait contre sa voiture de patrouille, sifflotant avec une arrogance satisfaite, convaincu d'avoir imposé son autorité. Il ignorait que, dans quelques instants, tout son monde allait s'effondrer. Marcel Beaumont, chef de la police parisienne et ami de longue date d'Amélie, déboula sur les lieux, son visage empourpré par une colère à peine contenue. Derrière lui, une escouade de véhicules de police et de SUV noirs s'immobilisa dans un crissement de pneus, encerclant la scène comme une armée prête à l'assaut. Des officiers en tenue complète, visages tendus, formèrent un périmètre, leurs regards oscillant entre curiosité et incrédulité. La foule, de plus en plus nombreuse, murmurait, certains pointant leur téléphone pour filmer, d'autres chuchotant des spéculations. Claire, l'étudiante en journalisme qui avait capturé l'arrestation d'Amélie sur son smartphone, continuait de filmer, son pouce accélérant à mesure que l'ampleur de l'événement devenait évidente. Elle savait que ces images, déjà partagées sur Twitter avec le hashtag #justice pour Amélie, allaient embraser les réseaux sociaux. Marcel Beaumont s'avança à grands pas, son regard perçant fixé sur Amélie. Gouverneur Dubois. Mon Dieu, que s'est-il passé? S'exclama-t-il, horrifié en apercevant les menottes qui entravaient ses poignets. Puis, se tournant vers Leclerc, il aboya, Leclerc, qu'avez-vous fait? Le mot gouverneur frappa Leclerc comme un coup de tonnerre. Ses lunettes aviateurs glissèrent légèrement sur son nez, révélant des yeux écarquillés par la panique. Il balbutia, sa voix tremblante. Je ne savais pas. Mais il était trop tard. La réalité s'abattait sur lui comme une vague glacée. Il avait insulté, tenté d'extorquer et arrêter la plus haute représentante de l'État, une femme respectée par des millions de Français. Son visage, rougeau quelques instants plus tôt, devint blême, ses mains tremblantes laissant tomber son carnet de contraventions. Amélie, toujours droite malgré la douleur des menottes, prit la parole, sa voix claire et autoritaire. Marcel, cet officier m'a arrêté sans raison valable. Il m'a insulté, a mis en doute mon intégrité et a tenté de m'extorquer un pot de vin. Quand j'ai refusé, il m'a menotté pour résistance. Ces mots, prononcés avec une précision froide, firent taire la foule. Les passants, choqués, échangèrent des regards, tandis que Claire, toujours en train de filmer, zooma sur le visage d'Amélie, capturant la dignité intacte de la gouverneure. Beaumont, bouillant de rage, se tourna vers un de ses lieutenants, Antoine, un officier afro-français au regard sérieux. Retirez-lui ses menottes, immédiatement. Ordonna-t-il. Antoine s'approcha d'Amélie avec respect, s'excusant à voix basse. Madame la gouverneure, je suis désolé pour cette humiliation. Il déverrouilla les menottes avec soin, et Amélie frotta ses poignets endoloris, retrouvant sa posture imposante. Puis, Beaumont se tourna vers Leclerc,
sa voix tonnant comme un coup de canon. Leclerc, remettez votre badge, votre arme et votre radio. Vous êtes suspendu et placé en détention jusqu'à nouvel ordre. Deux officiers s'avancèrent, saisissant Leclerc par les bras. L'arrogance qu'il avait portée jusqu'à cet instant s'était envolée, remplacée par une peur viscérale. Je ne savais pas, je vous jure, je ne savais pas. Bégaya-t-il, mais ses mots se perdirent dans le brouhaha des sirènes et des murmures de la foule. Alors qu'il était emmené, menotté à son tour, la scène prit une tournure presque surréaliste. L'officier qui, quelques minutes plus tôt, paradait avec assurance, était maintenant un homme brisé, ses lunettes tombant au sol dans la confusion. Claire, toujours sur place, sentit une main se poser sur son épaule. Elle se retourna pour découvrir Julien, un jeune journaliste travaillant pour un média indépendant, Le Courrier Libre. « Vous avez filmé tout ça ?» demanda-t-il, son regard pétillant d'excitation. « Ces images pourraient changer la donne. Voulez-vous collaborer avec moi pour les diffuser ?» Claire, bien que surprise, accepta d'un hochement de tête. Elle savait que son geste spontané, filmer l'injustice, pouvait devenir un catalyseur. Ensemble, ils téléchargèrent la vidéo sur les serveurs du journal, et en quelques heures, elle devint virale, accumulant des millions de vues sur Twitter, Instagram et YouTube. Les hashtags Zap Justice pour Amélie et Stop Racisme dominèrent les tendances, tandis que des citoyens indignés partagèrent leur propre récit d'abus policiers. Pendant ce temps, Amélie, escortée par Beaumont jusqu'à la préfecture, retrouva Sophie, son assistante fidèle, une femme d'une trentaine d'années à l'efficacité redoutable. Sophie, qui avait suivi l'incident en direct grâce aux notifications sur son téléphone, était déjà en train de coordonner avec les autorités pour récupérer les enregistrements des caméras de surveillance de l'avenue. « Madame, j'ai contacté la mairie pour obtenir les vidéos des caméras de circulation, et j'ai localisé plusieurs témoins dans la foule, annonça Sophie, son bloc-notes rempli de détails précis. Amélie, encore secouée mais déterminée, posa une main sur l'épaule de son assistante. « Merci, Sophie. Cet incident ne doit pas rester dans l'ombre. Je veux une enquête complète, transparente et publique. » Sophie acquiesça, déjà en train de rédiger un communiqué pour la presse. À la préfecture, Beaumont convoqua une réunion d'urgence avec son équipe. Il ordonna une analyse immédiate de la dashcam de Leclerc, ainsi que des enregistrements audio de son talkie-walkie. Chaque preuve confirmait le récit d'Amélie. Leclerc avait menti sur l'infraction, avait proféré des insultes racistes et avait tenté d'extorquer un pot de vin. Les images de Claire, combinées aux vidéos des caméras de surveillance, formaient un dossier accablant. Pendant ce temps, à l'extérieur, la foule continuait de grossir. Des manifestants spontanés, alertés par les réseaux sociaux, s'étaient rassemblés devant la préfecture, brandissant des pancartes réclamant justice. « Plus jamais ça !» criaient-ils, leur voix résonnant dans les rues de Paris. Julien, de son côté, rédigea un article percutant pour Le Courrier Libre, intitulé « Une gouverneure menottée, la fronde raciste qui secoue Paris ». L'article, accompagné de la vidéo de Claire, fut repris par les grands médias nationaux, de France 24 à Le Monde, amplifiant l'indignation publique. Amélie, dans son bureau temporaire à la préfecture, observait la scène par la fenêtre, ses pensées tournoyant. Cet incident n'était pas seulement une attaque personnelle, il révélait les failles profondes d'un système qu'elle avait juré de réformer. Elle savait que l'humiliation qu'elle avait subie pouvait devenir un levier pour le changement, mais cela exigerait une stratégie sans faille. Avec Sophie à ses côtés, elle commença à préparer une conférence de presse pour le lendemain, déterminée à transformer cette injustice en un appel à l'action. Alors que la nuit tombait sur Paris, les lumières de la ville scintillaient, mais l'atmosphère restait lourde. Les réseaux sociaux continuèrent de s'enflammer, et les images d'Amélie menottée devenaient un symbole de résistance face à l'abus de pouvoir. Claire, rentrée chez elle, regardait les notifications affluer sur son téléphone, émerveillée par l'impact de son geste. Julien, dans la salle de rédaction, peaufinait son article, tandis que Sophie, infatigable, coordonnait avec les avocats pour garantir que l'enquête serait irréprochable. Amélie, seule un instant, posa une main sur sa montre connectée, celle qui lui avait permis d'appeler à l'aide. Elle savait que ce n'était que le début. Une tempête de justice s'était levée, et elle était prête à la mener jusqu'au bout.
Dans la grande salle de conférence de la préfecture de police de Paris, baignée par la lumière tamisée des lustres en cristal, Amélie Dubois se tenait debout, imposante, face à un océan de journalistes, de caméras et de micros tendus vers elle. Son tailleur gris anthracite, choisi avec soin pour refléter à la fois sa sobriété et son autorité, semblait capter chaque rayon de lumière, comme si elle incarnait elle-même un phare dans la tempête. À ses côtés, Marcel Beaumont, chef de la police, affichait un mélange de gravité et de détermination, ses traits marqués par la honte de l'incident et la résolution de réparer cette injustice. La salle, d'ordinaire réservée aux annonces administratives, vibrait d'une tension palpable, presque électrique. Les journalistes, venus des quatre coins de la France, Le Figaro, Libération, France 24, et même des correspondants internationaux de la BBC et de CNN, attendaient en silence, leurs carnets ouverts, leurs caméras prêtes à immortaliser chaque mot. Amélie, les mains posées sur le pupitre, leva les yeux vers l'Assemblée. Son regard, d'une intensité qui semblait percer les âmes, imposa un silence absolu. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, sa voix claire et assurée résonnant dans la salle, je ne suis pas ici pour célébrer une victoire personnelle, ni pour m'attarder sur l'humiliation que j'ai subie. Je suis ici pour exiger que justice soit faite, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui, chaque jour, sont victimes d'abus de pouvoir et de préjugés. Cet incident n'est pas un cas isolé, il est le symptôme d'un mal plus profond, et nous avons le devoir de le combattre. » Ces mots, prononcés avec une conviction inébranlable, firent frémir l'audience. Les flashs des appareils photo crépitaient, capturant l'image d'une femme transformant une blessure personnelle en un cri universel pour l'égalité. Claire, l'étudiante en journalisme qui avait filmé l'arrestation, était assise au premier rang, invitée par Amélie elle-même. Ses yeux brillaient de fierté, mais aussi d'une responsabilité nouvelle, son geste spontané, celui de sortir son téléphone pour enregistrer l'injustice, avait déclenché une onde de choc national. À ses côtés, Julien, le jeune journaliste du Courrier libre, griffonnait frénétiquement des notes, son article suivant déjà en gestation. Sophie, l'assistante d'Amélie, se tenait en retrait, son téléphone à la main, coordonnant les détails de l'événement avec une précision militaire. Elle avait passé la nuit à rassembler des preuves supplémentaires, à organiser des réunions avec des avocats et à préparer des propositions de réforme pour Amélie. Cette dernière, consciente du rôle crucial de son équipe, jeta un regard reconnaissant à Sophie avant de poursuivre. « Aujourd'hui, je vous annonce un plan de réformes ambitieux pour transformer nos forces de l'ordre en un modèle d'intégrité et de respect, » déclara Amélie. Elle détailla ses propositions avec une clarté méthodique, l'installation obligatoire de caméras corporelles pour tous les officiers de patrouille, afin de garantir la transparence, la création d'un conseil de surveillance civile indépendant, composé de citoyens de tous horizons, pour superviser les pratiques policières, et une réforme profonde des programmes de formation, avec un accent sur la lutte contre les préjugés raciaux et les techniques de désescalade des conflits. Chaque mesure fut accueillie par des murmures d'approbation dans la salle, et Marcel Beaumont hocha la tête, son engagement visible dans son regard. « Ces réformes ne sont pas négociables, » ajouta Amélie, sa voix prenant une inflexion plus ferme. « Elles sont le minimum pour restaurer la confiance entre les citoyens et ceux qui ont juré de les protéger. » L'audience éclata en applaudissements, un grondement qui semblait ébranler les murs de la préfecture. Julien, dans un coin de la salle, envoya un message rapide à Claire, « Ces mots vont changer la France. » Claire, encore émue par l'ampleur de l'événement, répondit par un simple émoji de poing levé, symbole de leur combat commun. Pendant ce temps, l'enquête contre Pierre Leclerc avançait à une vitesse fulgurante, propulsée par la pression publique et médiatique. Les preuves rassemblées par Sophie, vidéo des caméras de surveillance de l'avenue des Champs-Élysées, enregistrement de la dashcam de Leclerc, témoignages de passants, et bien sûr, la vidéo virale de Claire, formaient un dossier inattaquable. Leclerc, suspendu de ses fonctions dès le soir de l'incident, fut formellement inculpé pour abus de pouvoir, arrestation illégale, tentative d'extorsion et violation des droits civiques d'Amélie, des chefs d'accusation qui, en France, portaient des conséquences graves. Lors du procès, qui se tint quelques semaines plus tard au palais de justice, Leclerc apparut méconnaissable. Dépouillé de son uniforme et de son arrogance, il se tenait voûté, le regard fuyant, face à un jury composé de citoyens de divers horizons. Le procureur, une femme d'une rigueur implacable nommée Isabelle Moreau, présenta les preuves avec une précision chirurgicale. Les images de Claire, montrant Leclerc en train d'insulter Amélie et de la menotter sans motif,
furent projetés sur un écran géant, provoquant des murmures choqués dans la salle d'audience. Les enregistrements audio de la dashcam confirmaient à chaque mot d'Amélie, exposant les mensonges de Leclerc sur l'infraction prétendue. Les témoignages des passants, dont une femme âgée nommée Madame Lefebvre, qui avait assisté à toute la scène depuis un café voisin, ajoutèrent une dimension humaine à l'accusation. « Cette femme n'a rien fait de mal », déclara Madame Lefebvre, sa voix tremblante d'émotion. Elle était calme, respectueuse, et cet officier l'a traitée comme une criminelle. Après seulement 2 heures de délibération, le jury rendit un verdict unanime, coupable sur tous les chefs d'accusation. Leclerc fut condamné à 7 ans de prison, une sentence qui envoya un message clair, nul, pas même un officier de police, n'est au-dessus de la loi. La salle d'audience, remplie de journalistes et de militants, éclata en applaudissements, tandis qu'Amélie, présente en tant que plaignante, resta stoïque, son regard fixé sur l'avenir plutôt que sur la victoire immédiate. À l'extérieur du tribunal, des manifestants brandissaient des pancartes proclamant « Justice pour Amélie » et « Non au racisme dans la police ». Claire et Julien, devenus partenaires dans leur quête de vérité, se tenaient parmi la foule, leurs articles et vidéos continuant d'alimenter le débat public. Leur collaboration avait transformé l'incident en un symbole national, un cri de ralliement pour ceux qui demandaient une réforme systémique. Sophie, de son côté, travaillait sans relâche dans l'ombre. Elle avait organisé des réunions avec des parlementaires, des avocats et des associations de défense des droits humains pour transformer les propositions d'Amélie en projets de loi concrets. Une de ses initiatives les plus audacieuses fut la création d'un fonds pour soutenir les victimes d'abus policiers, une idée qu'Amélie avait approuvée avec enthousiasme. Sophie, avec son efficacité légendaire, coordonna également des campagnes de sensibilisation, collaborant avec des artistes parisiens pour créer des affiches et des installations publiques dénonçant le racisme systémique. Une fresque géante, peinte sur un mur du quartier du Marais, représentait d'Amélie, menottée mais debout, avec les mots « La justice commence par le courage » inscrits en lettres dorées. Cette œuvre devint rapidement un lieu de pèlerinage pour les militants et les citoyens ordinaires. Quelques semaines après le procès, Amélie organisa une seconde conférence de presse, cette fois dans les jardins du Palais Royal, un lieu symbolique de l'élégance et de l'histoire française. Entourée de représentants communautaires, de Claire, de Julien et de Sophie, elle annonça l'adoption officielle des premières réformes. Les caméras corporelles seraient déployées dans tout Paris d'ici la fin de l'année, et le Conseil de surveillance civile, présidé par une sociologue respectée, Marianne Dubois, aucun lien de parenté, commencerait ses travaux le mois suivant. Les programmes de formation, élaborés avec des experts en psychologie sociale, étaient déjà en cours de test dans plusieurs commissariats. Ces changements ne sont qu'un début, déclara Amélie, sa voix empreinte d'une détermination tranquille. Nous ne pouvons pas effacer des décennies de préjugés en un jour, mais nous pouvons bâtir un avenir où chaque citoyen est traité avec dignité, quelle que soit sa couleur de peau ou son statut. Ces paroles, diffusées en direct à la télévision nationale, résonnèrent et dans tout le pays, inspirant des débats dans les cafés, les écoles et les foyers. Les réseaux sociaux, toujours en effervescence, amplifiaient son message, avec des hashtags comme #réforme maintenant et #l'égalité pour tous. Claire, désormais reconnue comme une voix émergente dans le journalisme citoyen, fut invitée à s'exprimer sur France Inter, où elle raconta comment un simple geste, sortir son téléphone, avait changé le cours de l'histoire. Julien, quant à lui, reçut un prix du journalisme pour son enquête approfondie, qui avait révélé d'autres cas d'abus dans le passé de Leclerc, renforçant l'idée que l'incident n'était pas isolé. Dans les jours qui suivirent, Amélie trouva un rare moment de solitude dans son bureau, surplombant la Seine. Les lumières de Paris scintillaient à travers la fenêtre, et le murmure de la ville semblait lui murmurer une promesse de renouveau. Elle posa une main sur sa montre connectée, cet objet qui avait été son salut dans les moments les plus sombres. Elle pensa à Claire, à Julien, à Sophie, à Madame Lefebvre, et à tous ceux qui avaient contribué à transformer son humiliation en un mouvement. Cette histoire, bien que née d'une injustice, était devenue un symbole de résilience et de courage. Elle nous rappelle qu'un seul acte de résistance, un seul cri face à l'injustice, peut déclencher une révolution. Amélie savait que le chemin serait long, mais elle était prête. Et dans les rues de Paris, dans les cœurs des citoyens, un nouvel espoir prenait racine, celui d'une société où la justice n'est pas un privilège, mais un droit inaliénable. L'histoire d'Amélie Dubois, injustement arrêtée et humiliée par un officier raciste, résonne profondément dans le cœur des Français,
touchant des valeurs fondamentales et de notre culture, la justice, la dignité et l'égalité. Ce récit, bien que fictif, reflète une réalité troublante où le pouvoir peut être abusé, où les préjugés peuvent aveugler, et où le courage d'une seule personne peut changer la donne. En tant que Français, nous chérissons l'idée de liberté, égalité, fraternité, mais cette histoire nous rappelle que ces idéaux nécessitent une vigilance constante. L'humiliation subie par Amélie, traitée comme une criminelle sur les Champs-Élysées, met en lumière les failles d'un système qui, parfois, trahit ses propres principes. Son calme face à l'injustice, sa décision de ne pas céder à la corruption, et son appel à l'aide discret via sa montre connectée, montrent une force intérieure qui inspire. Elle incarne l'élégance et la résilience, des qualités que nous admirons dans la culture française, où la dignité face à l'adversité est une forme d'art. La leçon que je tire de cette histoire est double. D'abord, il faut toujours défendre ses droits avec fermeté, mais sans perdre son sang-froid, comme Amélie l'a fait. Ensuite, chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, que ce soit en filmant une injustice, comme Claire, ou en amplifiant la vérité, comme Julien. Appliquée à la vie quotidienne, cette leçon m'incite à être plus attentif aux petites injustices autour de moi, dans la rue, au travail, ou même dans les conversations. En France, où le débat public est une tradition, nous devons oser parler, dénoncer, et soutenir ceux qui luttent pour l'égalité. Cela commence par des gestes simples, écouter, questionner nos propres préjugés, et agir avec empathie. Comme Amélie, nous pouvons transformer l'adversité en un levier pour le changement, en restant fidèles à nos valeurs. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir ou à agir, alors partagez-la. Cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo avec vos amis, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, que feriez-vous face à une telle injustice. Votre voix compte, et ensemble, nous pouvons faire entendre le message d'égalité et de justice. Merci de votre soutien, et continuons à bâtir une société plus juste, un geste à la fois.